comment se déroule une inspection pré-achat? Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir avant l'inspection, pendant et après l'inspection. Donc, c'est parti! Bonjour, Jonathan Vachon, inspecteur en bâtiment. Donc, vous avez appelé l'inspecteur, vous avez pris un rendez-vous, alors vous êtes rendu à l'étape d'appeler le courtier immobilier ou le vendeur pour confirmer le rendez-vous avec. Première chose, s'il y a des locataires, que ça soit une maison louée ou un immeuble à revenus, la première erreur, en fait, à ne pas faire, c'est de dire aux locataires qu'on va être là pour, par exemple, 13h30. Si je fais l'inspection d'un 6 logements, les 6 locataires s'attendent à ce qu'on soit dans les 6 logements en même temps à 13h30. Donc, c'est évident que ça ne fonctionne pas. Donnez tout le temps environ un délai de 3 heures. Dites-leur qu'on va être là entre 1h30 et 4h30. Comme ça, ça va éviter les frustrations au niveau des locataires. Deuxième chose à vérifier, en fait, avec le vendeur, c'est de savoir s'il va y avoir de l'eau et de l'électricité à l'inspection. L'inspecteur en bâtiment n'a pas l'autorité de remettre en marche ces choses-là. Donc, c'est vraiment au vendeur de remettre ça en marche. Si vous voulez que l'inspection de l'électricité et de la plomberie soit faite, assurez-vous que tout est fonctionnel à l'arrivée de l'inspecteur. L'autre chose à discuter avec le vendeur, c'est de préparer les accès. En fait, les accès au grenier et puis au vide sanitaire. Le grenier, parfois, c'est dans un garde-robe, il y a beaucoup de choses, d'effets personnels dans le garde-robe. Et puis, on peut passer 20 minutes, 25 minutes à essayer de dégager les choses pour être capable d'accéder au grenier. Et parfois, il y a des inspecteurs qui vont faire l'accès est encombré, je peux pas accéder, puis l'inspecteur va revirer de bord, puis il fera pas l'inspection du grenier juste parce qu'il n'y avait pas accès. Donc, pour éviter ces frustrations-là, assurez-vous de dégager l'accès au grenier. Même chose pour les vides sanitaires. Si la maison est construite sur un vide sanitaire, des fois il y a des cadenas avec des trappes à l'extérieur, assurez-vous que tout est bien ouvert, que tout est accessible en fait pour l'inspection. Autre chose qui peut paraître anodin à préparer est de s'habiller correctement en fonction des conditions météorologiques à l'extérieur. Les gens y pensent pas des fois, mais on va faire l'extérieur, ça peut prendre 40-45 minutes pour faire l'inspection de l'extérieur et si les clients acheteurs veulent me suivre, s'il y a de la neige ou qu'il pleut, faut qu'ils pensent à s'habiller en conséquence, donc juste de vous habiller correctement en fonction de la température extérieure. Au niveau des documents, l'inspecteur va avoir besoin de deux choses. Signer le contrat entre l'acheteur et l'inspecteur pour l'inspection. Ça peut être fait des fois à l'inspection directement sur place ou fait par signature électronique avant l'inspection. Et le deuxième document que l'inspecteur va avoir besoin, c'est la déclaration du vendeur. Ça peut être apporté à l'inspection ou envoyé par courriel avant l'inspection. Maintenant, pendant l'inspection, vous pouvez demander à votre inspecteur c'est quoi la routine d'inspection qu'il va faire. En fait, règle générale, les inspecteurs vont commencer par faire le tour de l'extérieur, aller sur le toit, ensuite on rentre, on fait le sous-sol, le rez-de-chaussée, deuxième étage s'il y en a un, et on termine ça au grenier. Puis ça, c'est ma routine personnelle à moi, mais certains inspecteurs ont une routine différente. Une inspection, ça va durer environ entre 2 et 3 heures, règle générale. C'est sûr, ça peut varier en fonction de la grandeur de la propriété ou son état général aussi. Qui doit être présent maintenant à l'inspection? En fait, la personne la plus importante qui doit être présente, c'est l'acheteur, définitivement. Parce que pendant l'inspection, je peux prendre des photos de 3 fissures et la mettre au rapport d'inspection, mais exactement sont où les fissures? C'est sûr que ça va toujours mieux si l'acheteur est là, puis qu'on peut lui montrer et lui expliquer sur place. Et deuxième chose, c'est sûr qu'on met beaucoup d'informations dans un rapport d'inspection, mais on va toujours donner des petits conseils d'entretien, des petits extras pendant l'inspection à l'acheteur, à notre client. Et puis, en fait, en n'étant pas présent, vous vous privez de ce genre d'informations-là qui sont pertinentes puis qui pourraient vous aider. Ça peut aussi vous permettre de voir et de localiser les choses qui sont inspectées. Par exemple, l'entrée d'eau principale est où dans la maison s'il arrive un dégât d'eau? Pendant l'inspection, je vais pouvoir vous la montrer, puis vous allez être là pour constater où est-ce qu'elle est. Donc, c'est sûr que ça, de pouvoir localiser les choses aussi, le drain de plancher, le clapet anti-retour, savoir c'est quoi, puis c'est où, ça va vous servir. Maintenant, le courtier immobilier. Le courtier immobilier, il doit toujours être présent à l'inspection. Comme je m'amuse à dire, on va pas visiter un musée, là, on est chez quelqu'un avec des effets personnels. Donc, le courtier immobilier, il est responsable de la maison. C'est important, en fait, que le courtier soit présent. Parfois, il y a un courtier qui représente l'acheteur et un courtier qui représente le vendeur. Des fois, on va avoir juste le courtier de l'acheteur qui va être présent.
Et dans certaines régions, il va y avoir aussi le courtier du vendeur. Ça, c'est vraiment des mentalités qui sont un peu différentes d'une région à l'autre. Personnellement, je fais des inspections à Thetford et à Victoriaville. Et à Thetford Mines, les deux courtiers souvent sont là. Le courtier, donc on appelle inscripteur et collaborateur, donc qui représentent les deux parties, ils vont être présents. Et si je vais à Victoriaville, bien souvent, c'est juste le courtier de l'acheteur qui est présent. Le courtier du vendeur, normalement, n'est pas là. Et pendant l'inspection, il y a plusieurs acheteurs qui vont en profiter pour faire venir en même temps un spécialiste en fondation, un évaluateur, un entrepreneur général pour les travaux de la cuisine. Les parents de l'acheteuse sont là, les parents de l'acheteur sont là. Donc des fois, on peut se ramasser avec vraiment beaucoup trop de monde à l'inspection, inutilement, puis ça nuit réellement au processus. Donc c'est normal là, que les beaux-parents veulent venir voir la maison, il n'y a pas de problème, mais c'est juste de quand même faire attention à limiter la quantité totale de personnes qui vient sur place, là, juste pour pas nuire à l'information, puis pour pas déconcentrer l'inspecteur aussi. Là. Suite à l'inspection maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, après l'inspection, l'acheteur va recevoir le rapport d'inspection. Règle générale, les inspecteurs, on parle d'un délai de 48 heures. C'est ce que je fais aussi, là, c'est 48 heures dans mon cas, le délai pour remettre le rapport d'inspection. C'est généralement envoyé par courriel, en fait, donc il n'y a pas de délai d'envoi postaux et tout ça. Suite à l'inspection, en fait, le rapport d'inspection, il appartient toujours à l'acheteur. Okay? Donc c'est l'acheteur qui paye pour l'inspection, il appartient même pas à l'inspecteur. Donc l'inspecteur, lui, il peut pas remettre des copies soit un courtier immobilier, courtier hypothécaire, à l'assureur et tout ça. Donc, c'est vraiment à l'acheteur de s'occuper de transférer le courriel ou de transférer, en fait, le rapport d'inspection à qui de droit s'il veut que ça soit transféré. Alors, suite à l'inspection, vous avez 3 options au niveau de l'offre d'achat. Première option, tout est beau suite à l'inspection, je m'en déclare satisfait, donc on lève la clause d'inspection et on continue le processus d'achat comme prévu. Deuxième option, ça peut être de faire une modification à l'offre d'achat. Dire, moi, suite à l'inspection, j'ai des affaires que je trouve coûteuses ou dérangeantes. Et là, vous pouvez dire, moi, je veux renégocier le prix à la baisse ou demander que certains travaux soient faits par le vendeur. Dernière option, en fait, c'est carrément de vous retirer de la transaction, de dire, moi, c'est vraiment, il y a beaucoup plus de choses que je pensais, je me retire de la transaction. Dans les cas numéro 2 et 3, c'est-à-dire où ce que vous remodifiez l'offre d'achat, que vous vous retirez de l'offre d'achat, il faut envoyer le rapport d'inspection. Je sais que certains acheteurs ont un malaise des fois par rapport à ça, me posent souvent la question, mais il faut que vous envoyiez absolument le rapport d'inspection parce que ça serait facile, en fait, pour un acheteur mal intentionné d'aller voir le vendeur et dire « Oui, l'inspecteur m'a dit qu'il y avait pour 5 000 $ de travaux à faire telle chose sur le bâtiment. » Donc en fait, le rapport d'inspection, c'est vraiment la preuve qu'il y a réellement quelque chose de majeur pour renégocier ou quelque chose de majeur pour vous retirer de la transaction. Alors en gros, c'est comme ça que se déroule une inspection. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. Je vous remercie et à la prochaine!